Bonjour à tous, c'est le live du jeudi soir. Donc je rappelle un live le lundi soir et un live le jeudi soir. Donc aujourd'hui on est jeudi soir. Et comme d'habitude, 19h heure française, 18h heure algérienne, trois petits sujets. D'abord, on a un témoignage qui en fait est un commentaire d'un article que j'avais fait il y a un certain temps. Et c'est un commentaire qui m'est resté gravé dans la tête. Et il y a des petites choses à dire. Deuxième point, le port d'Oran. Alors là, je vais essayer de faire comme je peux, parce que évidemment c'est énorme, on pourrait en parler pendant 10 jours, mais on va essayer de faire évidemment plus court. Et dernier point, j'en profiterai que je parle du port pour parler du port actuel à travers cet article qui résume pas sûrement, puisqu'il se passe plein de choses, mais enfin qui parle du port actuel. Donc premier point, c'était en bas d'un article que j'avais fait sur les relations en fait entre les pieds noirs et les enfants de pieds noirs. Et c'était au tout début de ma recherche, on était en 2012, et je me posais quand même la question du pourquoi est-ce que les enfants de pieds noirs avaient du mal à intégrer les pieds noirs, et pourquoi les pieds noirs avaient du mal à récupérer les enfants de pieds noirs. Et je tapais un peu quand même contre la communauté pieds noirs, parce que je disais que certes il y avait quand même eu des choses graves qui s'étaient passées et tout ça, mais qu'après 62, il s'était aussi passé des choses, et que à l'intérieur des familles, notamment les enfants, ils n'étaient pas forcément toujours calés sur les parents. Et alors, j'avais eu un commentaire dessous de quelqu'un qui m'avait écrit: dans un couple, on est toujours deux, et comme disait Camus, les vérités souvent ne sont ni noires ou blanches, mais souvent grises. Alors attention aux condamnations trop rapidement définitives. Parce que cette personne a estimé que je condamnais les pieds noirs du fait qu'ils n'arrivaient pas à intégrer les enfants de pieds noirs. Il faut savoir de qui l'on parle et d'où. Les enfants de pieds noirs n'ont pas directement vécu l'arrachement de l'exil ni le souvenir de la terreur, mais ils peuvent partager la culture, l'histoire de leur peuple et se sentir solidaires. C'est à ce moment-là qu'ils se déclareront pieds noirs sans besoin d'être adoubés par qui que ce soit. Cette dernière phrase, elle me questionne un petit peu, mais elle me questionne parce qu'en fin de compte, je pense qu'à l'époque, moi j'avais besoin d'être reconnu par la communauté pieds noirs et j'avais pas les idées forcément aussi claires qu'actuellement. Donc je pense que cette dernière phrase est logique dans le contexte de l'époque, mais en fait actuellement, je fais clairement la différence entre les pieds noirs et les enfants de pieds noirs. Les pieds noirs pour moi, et je l'ai déjà dit, mais je le répète, les pieds noirs pour moi sont des personnes qui sont nées en Algérie, qui ont connu la guerre, qui ont connu l'exode, et qui ont connu même la réception en France très mauvaise. Ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai rien connu de tout ça. Donc jamais je me considérerai comme pied noir. En revanche, évidemment que j'ai une ascendance pied noir, et que celle-là, en effet, je peux me sentir solidaire. C'est-à-dire que solidaire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en fin de compte dans ce cas-là, mais je peux me sentir en effet descendant de ces personnes-là, avec une influence de ces personnes-là sur ce que je suis actuellement. Maintenant, les enfants de pieds noirs n'ont pas directement vécu l'arrachement de l'exil ni souvenir de la terreur, mais ils peuvent partager la culture, je pense que c'est ce que je fais, l'histoire de leur peuple, et se sentir solidaire. Solidaire, pour moi, c'est quand on est dans une lutte ou quand on est dans quelque chose. Bon, et de mon point de vue, il y a une lutte pied noir pour certaines revendications et me sentir solidaire. Pour ça, il faudrait que j'ai l'âme militante et je n'ai pas forcément l'âme militante. Je me sens solidaire de certaines choses et je ne me sens pas solidaire d'autres choses. Donc je ne demande pas, moi, à être complètement pris en bloc avec tout ça. Et il faut savoir de qui l'on parle et d'où l'on parle. Ben moi, je parle depuis les enfants de pieds noirs. Et ça, par contre, il y a une chose dont je peux témoigner, c'est que les pieds noirs, de manière générale, évidemment, et moi, je veux pas faire non plus, comment dire, de tirer de trop de généralités. Et je sais qu'il y a des exceptions et tout ça, mais de manière générale, quand même, les pieds noirs ont du mal à saisir ce que peuvent être leurs enfants et ce que peut être le regard d'un enfant de pieds noirs. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de regard particulier sur la guerre, sur l'exil, sur tout ça. Mon regard à moi, clairement, c'est celui d'un enfant qui découvre, qui a découvert l'Algérie, la guerre, l'exode et tout ça par son petit regard devant ses parents, devant sa famille. Et ce regard-là, il a certaines spécificités, certaines particularités que de manière générale,
les pieds noirs n'arrivent pas à saisir. Ils sont pris dans leur truc à eux, ce qui est logique, hein, puisque c'est un traumatisme très fort, mais nous, c'est pas ce regard-là qu'on a. Hein. Bonjour Patricia, c'est pas ce regard-là, hein, c'est pas ce regard-là qu'on a. Nous, le regard qu'on a en tant qu'enfant de pieds noirs, c'est clairement quelqu'un qui découvre extérieurement l'Algérie à travers le regard de ses grands-parents, puis qui ensuite va découvrir l'Algérie à travers le regard de l'école, puis qui, en tant qu'adulte, va se sentir un petit peu bizarre, là au milieu, et pas forcément très à l'aise avec son histoire, puis qui ensuite, bien souvent, quand il y a un parent ou un grand-parent qui meurt, qui va se retourner vers ses racines et essayer de regarder un tout petit peu, il est là le cheminement, et éventuellement même pousser jusqu'à aller en Algérie, et éventuellement pousser même jusqu'à écrire quelque chose, jusqu'à transmettre d'une manière ou d'une autre à ses enfants. Et il est là, le regard d'un enfant de pied noir, et c'est pas du tout le regard d'un pied noir. Et je pense que les enfants ne cherchent pas à devenir pied noir. En revanche, ils cherchent une certaine reconnaissance dans la communauté pied noir, et alors cette reconnaissance-là, elle est extrêmement difficile. Elle est extrêmement difficile à saisir. Alors je pense qu'il n'y a pas de condamnation trop rapidement définitive. Dans mon cas, en tout cas, il n'y a aucune condamnation ni rien. En tout cas, il y en a plus. Et à l'époque, je ne pense pas qu'il y avait de la condamnation, mais il y avait juste le sentiment que les enfants de pied noir n'étaient pas spécialement reconnus dans leur spécificité bien à eux. Et qu'on était là, et que soit on s'accordait avec ce que pensaient Pieds Noirs, soit on dégageait. Bon, donc ça, cette espèce de partie-là, de bipolarité-là, elle n'est pas forcément bien saisie par les Pieds Noirs, et je le regrette quelque part. Bon, alors on va attaquer avec le porc. Le porc. Le porc d'Oran. Je m'étais jamais penché dessus, sûrement parce que c'est trop compliqué. Donc on a ça, je pense que tout le monde connaît cette vue. C'est depuis le fort de Santa Cruz, puisqu'on voit la basilique qui est en bas ici. Et en fait, on voit bien ici une jetée qui est bizarre. Cette jetée, elle est bizarre comme ça, elle est plus ou moins serpentante, je ne sais pas trop si elle se dit. Elle est plus ou moins en train de serpenter comme ça parce que elle a été construite en différentes étapes. Et on peut dire qu'il y a au moins 5 étapes dans la construction de ce port. Donc je vais essayer moi de rentrer dans les différentes étapes de la construction du port, de manière à voir l'évolution dans le temps. Et je ne veux pas forcément rentrer, parce que sinon on peut en parler pendant 10 jours, hein. Je ne veux pas forcément rentrer dans tout ce qui se passe à chaque époque, quelles sont les importations, les exportations, combien de tonnes, et patati patata, parce qu'alors là, on finit par plus pouvoir s'en sortir. Salut, oui, on finit par plus pouvoir s'en sortir. Donc la seule chose sur laquelle je me suis vraiment fixé là, aujourd'hui, c'est de quelle manière est-ce que ce port avait grandi à travers le temps. Alors, première chose, peut-être une photo d'ailleurs, peut-être une photo que j'ai là, et je ne sais pas très bien comment elle va ressortir chez vous. C'est le port là, tel qu'il était, alors même pas au tout début, hein. Là il est déjà construit, là on est en 1858. Mais j'allais dire c'est la première construction du port, on est du côté de la marine bien évidemment, alors je ne sais pas trop si vous voyez quelque chose ou pas, mais on a juste deux jetées quoi. Salut Patricia, on pouvait subir des deux côtés, parents pieds noirs et français. Oui, précise-moi Patricia ce que tu veux dire par là s'il te plaît. On pouvait subir des deux côtés, parents pieds noirs et français. Ouais, parce que j'arrive pas à voir en fait ce que tu veux dire en fait exactement par parents pieds noirs et français en fait. Donc, au niveau historique, hein, quand les Français arrivent à Oran, je rappelle toujours qu'ils arrivent en 31, le 4 janvier 1831, et alors qu'ils arrivent à Alger en 1830, hein, ils arrivent là en 31, et on peut dire qu'au niveau d'Oran, il n'y a pas de port. Tout simplement, il n'y a strictement rien. Il n'y a même pas le petit port que je vous ai montré là. Il y a rien parce qu'en fait, le port se trouve à Merzel-Kébir, à côté. Et ce qui va se passer en 1831, et à vrai dire entre 1831 et 1848, donc quasiment pendant 20 ans, hein, ce qui va se passer, c'est que depuis Merzel-Kébir, il va y avoir des barques qui vont venir petit à petit accoster comme ça au niveau d'Oran. Mais on peut dire qu'au niveau d'Oran, il y a rien, quoi, en résumé, parce que c'est pas du tout un port naturel. Enfin, ça, je savais que c'était pas un port naturel. Le port naturel d'Oran, il se trouve du côté de Merzel-Kébir. Bonjour Dominique. Le port naturel d'Oran se trouve du côté de Merzel-Kébir. Donc, ce qui se passe à Oran en 1831 quand les Français arrivent, c'est que il y a des petites barques qui arrivent et qui amènent des marchandises et tout ce qu'il faut amener à Oran. Et en fait, s'il y a un point qui s'est développé à Oran malgré tout, c'est parce qu'il y a de l'eau douce, hein, il y a l'eau douce du ravin Razaline qui est là, et puis c'est tout. Donc,
dès 1848, ce qui fait quand même, on va dire, ouais, 17 ans après l'arrivée des Français, fut décidée la construction à Oran d'un petit port de débarquement. Deux petites jetées, englobées maintenant dans les moles du centre et moles de Sainte-Marie, furent construites de 1848 à 1860. Alors moles, hein, c'est un terme que je connaissais, mais alors j'étais pas forcément capable de dire clairement ce que c'était que ces moles. Les moles, c'est ces espèces de grands rectangles qui sont là. Donc ça, c'est un plan du port d'Oran, et les différentes couleurs, c'est les différentes évolutions en fait. Les moles, c'est ces rectangles qui sont là. Tac, 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 tac et tac. Tout ça, c'est des moles. Les moles, c'est des espèces de grands terre-pleins qu'on construit de manière à agrandir la surface des quais en fait, puisque le long de ces moles-là, les bateaux ils vont pouvoir accoster et on va pouvoir débarquer les marchandises et ainsi de suite. Et alors ce qui se passe en 1848, c'est que là, à ce niveau-là, il y avait strictement rien. Hein. Il y avait strictement rien. Et on va construire un môle ici, on va construire un môle là. Ça c'est le môle du centre et ça c'est le môle Sainte-Marie. Si je me trompe pas, déjà j'ai oublié, c'est ça, ouais, mais c'est Sainte-Marie. Puisque même à la marine, là, il y aura une rue Sainte-Marie, et ainsi de suite. Donc on est avec le môle Sainte-Marie là, et le môle du centre de l'autre côté, qui va permettre de construire un tout petit port, qui va faire 4 hectares de surface, hein, pas très grand, mais enfin ça permet. Et en vérité, c'est pas les môles qu'on construit. La petite photo que je vous ai montrée, on voit que c'est pas des môles, hein. C'est pas des môles, c'est des jetés. Et la différence quand même entre les môles et les jetés, c'est que contre les jetés, les bateaux vont pas pouvoir réellement accoster. Enfin, ils vont accoster un tout petit peu, mais enfin, on peut pas faire grand chose sur les jetés. Donc il va y avoir juste deux jetés pour coincer un petit port, c'est ce qu'on va appeler ensuite le vieux port, hein, un tout petit port de 4 hectares dans lequel on va pouvoir mettre les bateaux. Mais enfin, si jamais il y a des grosses vagues, c'est pas super résistant comme vieux port. Hein. Donc ça, c'est ce qui se passe en 1848. 1848, elle limitait un plan d'eau de 4 hectares environ, où la sécurité n'existait pas par gros temps pour les navires. Donc pas de sécurité dans ce petit port-là. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai décidé de couper un peu, et à chaque petit port, parce qu'on va augmenter comme ça les bassins. À chaque bassin, je vais m'arrêter, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est actuellement. Alors ce qu'il en est actuellement du vieux port, et donc on n'est plus en 1848, ce qu'il en est actuellement du vieux port, c'est que la longueur des quais accostables est de 720 mètres. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut accoster tout le tour de la périphérie. On est avec 720 mètres de points pour accoster. Il y a un faible mouillage. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la profondeur d'eau, c'est pas très grand. On est à 4-5 mètres de profondeur, ce qui veut dire que les grands bateaux, les paquebots et tout ce qu'on voudra, c'est même pas la peine qu'ils essaient d'aller là-dedans, parce que eux, ils vont taper le fond sinon. Hein. Donc c'est réservé juste aux embarcations de plaisance, aux sociétés nautiques, aux remorqueurs et à la pêche. Patricia me dit c'est du passé et en même temps tellement présent pour certains d'entre nous. Oui, oui, non mais ça je sais bien hein, que c'est du passé et qu'en même temps c'est du présent parce que c'est un traumatisme. De toute manière c'est un traumatisme. Ce que j'ai voulu essayer de faire passer quand même, c'est essayer de faire en sorte que les pieds noirs arrivent à se glisser dans le regard de ce que peuvent être leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose. Ils ont un mal fou, quand même à se glisser dans dans ce qu'on peut voir nous de tout ça. Ce qu'on peut voir nous, forcément, c'est par procuration qu'on le voit. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas vécu tout ça, mais on a été confronté à des gens qui l'ont vécu. Et ces gens-là, bien souvent, ils voudraient qu'on arrive à saisir, et alors je m'adresse surtout aux associations à vrai dire, hein, parce que pour les autres personnes, j'allais dire la plupart à vrai dire, hein, comme ma mère, comme sûrement toi Patricia, c'est pas un vrai problème, mais pour les associations c'est quand même un problème, parce que elles n'arrivent pas d'abord à attirer des enfants, et elles n'arrivent pas à attirer des enfants parce qu'elles sont dans leur logique à elles, et elles n'arrivent pas à passer dans notre logique à nous, qui n'est pas une logique de traumatisme, d'exil, de guerre, etc. etc. Nous, c'est un traumatisme, c'est pas un traumatisme, nous, on a été confrontés à des gens qui ont vécu ça, et on a été confrontés aussi au regard de la France. C'est-à-dire qu'on a le regard pied noir d'un côté et le regard de la France de l'autre côté, et on a une espèce de contradiction forte entre les deux,
qui est perturbante pour plein de monde et qui fait que la plupart des enfants de pieds noirs, ils tournent la tête, ils regardent pas tout ça parce que c'est trop compliqué, ou alors ils rentrent en conflit avec leur famille, et ainsi de suite. Et c'est les problèmes, moi, que j'essaie de faire passer, parce que j'estime que, en fin de compte, c'est les problèmes actuels des enfants qui commencent à grandir, hein, parce que moi, je suis avec 46 ans, et je suis pas forcément le plus vieux non plus. J'en connais plein, voilà, qui sont autour de la cinquantaine. Autour de la cinquantaine, ça commence à faire. Et ben, tous ces gens-là qui sont autour de la cinquantaine, leur point de vue, leur regard, il n'est pas mis, il est pas vu, il est pas vu. On est des invisibles, hein. On est des invisibles. Or, je pense que on a des trucs à dire à tout ça, et surtout, si les pieds noirs ont envie que toute leur histoire, leur culture soit transmise, ben, il faut bien qu'ils arrivent à prendre en compte ce que sont leurs enfants, parce que sinon ils transmettront rien du tout. C'est une évidence, hein. Ils vont, je sais pas, d'ici 20 ans, 30 ans, ils seront plus là. Et en vérité, ils ne se préoccupent pas de la manière dont leur histoire, leur façon de voir peut être transmise. Et ils s'en préoccupent pas parce qu'ils n'arrivent pas à se glisser dans le regard de leurs enfants. Pour moi, c'est un problème qui finit presque même désespéré parce que j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui n'évolue pas avec le temps. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Donc le vieux port, sa flotte de pêche comptait en 1938 407 bateaux montés par plus de 1700 marins. Donc c'est pour dire que quand même, il y a du monde. Hein. Il y a du monde qui fait de la pêche là au milieu. Hein. Je vous parlerai un petit peu de la pêche d'ailleurs et je ferai la comparaison entre la pêche Merzel-Kébir et la pêche à Oran. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la pêche de la même manière et ils ne se considèrent pas de la même manière. Il y a une espèce de guerre entre Merzel-Kébir et Oran que j'ai trouvé sympathique. Je ne sais pas si elle existe toujours. Parmi ces bateaux, 4 étaient de vapeur, 351 fonctionnaient à moteur. Leur tonnage total dépassait 4000 tonnes. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais c'est pour le vieux port. Le vieux port, c'est la pêche en grande partie. Enfin, il y a du monde. C'est pas parce qu'il est petit qu'il n'y a personne. Il y a quand même du monde qui pêche là-dedans. Bon, mais cela dit, 1855-1860, donc on construit ça, et en vérité, très vite, ça va se développer énorme. Alors ça, c'est le point vraiment important, je crois, c'est que le port d'Oran, il se développe très 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 vite. C'est vraiment, il est obligé de suivre l'évolution tellement le commerce se développe rapidement à Oran. Donc il va agrandir tous les 30 ans, quelque chose comme ça. Il est obligé de s'agrandir en permanence. Donc ce vieux port là, ce petit port de pêche là, il va très vite être obligé de grandir. Et entre 1855 et 1860, le développement du trafic maritime passe de 36 000 tonnes à 54 000 tonnes. Et on va transférer à Oran, en 1857, l'entrepôt de Merzel-Kébir, qui va nécessiter en fait l'agrandissement des installations portuaires. Donc en fait, on est en train de déplacer le port de Merzel-Kébir à Oran en 1857, et on va agrandir le port. Bon, sauf que ça va prendre quand même 30 ans à agrandir. Hein. Mais enfin, dès le 28 juillet 1860, il y a un décret qui approuve le projet de construction d'un bassin de 24 hectares, et en fait c'est le deuxième bassin. Alors le deuxième bassin, c'est celui qui est en vert, là. Le petit, le vieux port, c'est celui-là qu'on a construit en 1848, hein, et on va décider de l'agrandir là. Et si on regarde bien, donc on va construire cette jetée-là, qui en fait n'existe pas avant, et on va construire un môle, mais en fait on l'élargira plus tard, mais il est petit là, et on va construire ce grand bassin qu'on appelle le bassin d'Eaucourt. Et à vrai dire, actuellement, si je me rappelle bien, on l'appelle le bassin d'Arzeux. Parce qu'ils ont changé les noms et tout. Alors, je vais utiliser les anciens noms parce que c'est sur les anciens noms que j'ai bossé tout ça. Mais si j'arrive à me rappeler des nouveaux, là, je vous donnerai des nouveaux. Hein. Il me semble que donc ce bassin Eaucourt, de l'ingénieur Eaucourt, qui était un ingénieur qui était un ingénieur des mines là et qui a fait plein de trucs à Oran, à vrai dire. Il a même sa fontaine Eaucourt hein, au niveau de la place de la République. Martine, sur les sites pieds noirs, on est accepté, mais pas calculé. On dirait que comme on ne peut pas partager leurs souvenirs, on n'a rien en commun. Oui, ça je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que on est accepté, en effet, mais on n'est pas considéré comme des gens qui peuvent faire quelque chose d'intéressant, en tout cas, ou qui peuvent dire des choses intéressantes. À partir du moment où on ne peut pas partager leurs souvenirs, on n'a rien en commun. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça, d'autant plus que, de mon point de vue, il y a un peu, quelque part, un tabou. Un tabou chez les pieds noirs, le tabou, c'est l'après 62. C'est l'après 62 dans les familles, parce que ça s'est pas forcément super bien passé dans les familles.
et c'est quelque chose qui n'est jamais évoqué nulle part sur tous les sites pieds noirs, il n'y a rien. Or, pourtant, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ça s'est pas super bien passé toujours entre les parents et les enfants, et que ça s'est pas super bien passé parce qu'il y avait justement une façon de voir l'Algérie qui n'était pas forcément la même. Or, ce sont des vrais problèmes, et ces vrais problèmes-là, ils sont jamais abordés nulle part. Donc, je reviens sur le bassin au cours. Alors, le 28 juillet 60, ils vont décider de créer ce bassin-là pour vraiment agrandir le port. Et on peut considérer que là, on a la première image du port. D'ailleurs, j'ai une photographie. Le problème, c'est qu'elle est toute en jaune là, et qu'en jaune, c'est pas forcément évident. Alors, je sais pas trop comment ça va ressortir chez vous, mais là, c'est pris en 1880, 81, je crois. Je sais pas trop si vous y voyez quelque chose, mais on voit bien qu'il y a ici, le fort, je vais essayer de ne pas me planter, c'est Santa Cruz, le fort Santa Cruz là, et en bas, on a le port ici, qui va pas plus loin que la pointe ici, qui en fait correspond à Rosalcazar, la promenade de l'étang, etc., etc., et on ne le voit pas, mais il y a même un petit fort qui s'appelle le fort Sainte-Thérèse, qui est au bout là, et qui n'y est plus actuellement parce qu'on l'a détruit justement pour agrandir encore le port ensuite. Mais en 1880, le port il s'arrête au niveau de la pointe de Rosalcazar et ça va former le bassin au cours. Donc, tac tac tac. Donc, approuve le projet de construction d'un bassin de 24 hectares. Donc, je vous rappelle que le petit faisait 4 hectares et on va passer à 24 hectares, ce qui n'est pas négligeable. On va le fermer au nord par la première jetée, donc on construit la longue jetée, enfin la longue, on commence à construire la jetée là, et on va construire de l'autre côté, au niveau de la jetée Sainte-Thérèse là, on va construire le môle Sainte-Thérèse. Alors il s'appelle le môle Sainte-Thérèse d'abord, parce qu'il est au niveau du fort Sainte-Thérèse, enfin un peu avant, et il va s'appeler le môle Giraud, Jules Giraud, ensuite. Donc ça construit le premier bassin qu'on appelle le bassin au cours. Il va quand même mettre entre 1860 et 1892 pour se construire, donc 32 ans. Et 32 ans pour des tas de raisons, mais je dirais qu'il y a aussi, le problème c'est qu'il y a des violentes tempêtes qui détruisent régulièrement la jetée en train de se construire, le port en train de se construire. Il y a tempête en 1869, tempête en 1876, tempête en 1886, qui ruinent partiellement la jetée du large, causant ainsi de longs retards à l'achèvement des ouvrages et des difficultés financières à l'État, qui demanda, par une loi du 19 juillet 80, le concours de la Chambre de commerce. Bon, alors on se retrouve quand même avec le deuxième bassin, c'est celui qu'on va appeler le bassin au cours, et je crois, si je me rappelle bien, qui s'appelle le bassin Mostaganem actuellement. Donc on a le vieux port, on a le bassin au cours, et juste après le bassin de Mostaganem, j'ai dit une bêtise, le Mostaganem il n'y est pas encore, donc là c'est le bassin au cours, le bassin d'Arzeuf. Bassin d'Arzeuf, il y a une profondeur qui est plus grande. Profondeur plus grande, je vous rappelle que dans le petit port, le vieux port, on est à 4-5 mètres de profondeur. Donc les grands bateaux, ils ne peuvent pas y aller. Par contre là, on va creuser un petit peu plus, on va être plus profond. On est entre 4,5 et 12 mètres de profondeur. Et la longueur utilisable de ces quais est de 1300 mètres. Donc on a bien agrandi aussi la grandeur des quais. Donc là, il va y avoir des bateaux un peu plus importants qui vont pouvoir venir. Et je rappelle que c'est un port qu'on construit entre 1860 et 1892 et qui va être utile encore, il va bien fonctionner jusqu'au début du 20e. Mais en fait, début du 20e, il faudra encore l'agrandir parce que ça va très très vite tout ça. Sur le quai nord, ou quai d'Alger, du môle du centre, donc le môle du centre, là, c'est celui-ci, là. Tac. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Le môle du centre, c'est celui-ci, là. Et la partie du quai nord, c'est le quai d'Alger. Sur le quai d'Alger, il y a un vaste magasin cale à un étage qui est utilisé et qui est desservi par 2 monts de charge électriques de 10 tonnes qui amènent les camions. Donc à ce niveau-là, ils vont monter les camions au niveau du quai par un mont de charge, et c'est là qu'on va décharger en général des fûts. Alors je ne sais pas trop si vous avez vu des images de vidéos, parce que je les ai vues assez régulièrement ces images, on voit des dockers qui roulent des tonneaux par terre, ben c'est comme ça qu'en les roulant, ils vont pouvoir les décharger dans les bateaux. Donc ils les descendent des camions, ils les roulent, et ils les embarquent sur les bateaux. Donc ça c'est ce qu'il y a au niveau du quai d'Alger, le quai nord du môle centre. Et petite remarque quand même, dans l'angle qui est au niveau du fort Lamoun. Le fort Lamoun, on est au niveau de l'angle, donc on est pile en bas ici, là, dans l'angle du port, ici, à la marine nationale.
Donc la marine nationale, c'est pareil, hein, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi aussi parce qu'il y a le fort, je pense, parce qu'il y a le fort, pour eux c'est mieux. Elle est installée au niveau du fort Lamoud, donc dans le coin complet nord-ouest du port. Et la marine nationale, elle abrite, alors plus tard, hein, évidemment, plus tard, c'est-à-dire, je sais pas, dans les années 50, choses comme ça, elle abrite la quatrième région maritime et elle a autorité sur toutes les unités qui couvrent la côte algérienne. Alors je pense que c'est toutes les unités de la côte ouranaise, et certainement pas Alger. À mon avis, Alger, leur région maritime, hein. Dans cette ancienne forteresse, donc le fort Lamoud là, il y avait l'amiral et son état-major, hein, les PC opérations, le service des transmissions qui regroupait le PC radio, les transfilistes, le PC des transmissions, le service de dépannage, etc., etc., même les guetteurs sémaphoristes. Et la logistique était fournie par l'unité marine d'Oran, située au pied du fort. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces militaires-là? Il y avait comme mission, plein de choses, évidemment, de faire des patrouilles maritimes par tous les temps, intercepter et contrôler tous les cargos, débarquement de commandos de marine sur des endroits de la côte déterminés par l'état-major. Donc ça, je pense que c'est des entraînements ou il y a d'autres choses aussi. Mais aussi des missions à terre avec des commandos de la demi-brigade des fusiliers marins et une compagnie de protection qui se trouve à Canastel. Dernier point, les sémaphores et la surveillance côtière comme celui du Cap Falcon ou du Cap Figalo du côté de l'Ourmel. Surveillance des points sensibles, alors ça je ne sais pas trop ce que ça veut dire. La pyrotechnique du ravin Razelaïn, je ne sais pas trop ce que ça veut dire la pyrotechnique du ravin Razelaïn, peut-être qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire. Le dépôt de munitions du ravin blanc, je ne savais pas trop qu'il y avait un dépôt de munitions là, mais c'est sûr qu'il vaut mieux le surveiller. L'usine à gaz et le dépôt de carburant sur le port, évidemment. Et la station radio d'Ain el-Turk. Bon, voilà ce que faisaient les militaires là, dans le coin complètement nord-ouest du port, au niveau du fort Lamoud. Donc, ça c'est pour le bassin au cours, hein. Je crois que j'avais une autre petite chose encore. Alors évidemment, il y a le quai du Sénégal. Le quai du Sénégal, il est quand même assez connu parce qu'il est juste devant la marine. Le quai du Sénégal, ils vont construire 5 bâtiments là, 5 hangars. Et il y a la gare d'Oran Marine, la gare marine, mais elle s'appelle la gare d'Oran Marine, qui se trouve juste derrière les 5 hangars. Alors je crois que j'ai ça par exemple ici, alors du moins elle se trouvait, parce qu'elle se trouve plus maintenant. Mais on a ici, alors moi je vois tout à l'envers, donc c'est pas forcément évident, mais je pense que c'est là, voilà, c'est ça. On a les 5 hangars qui sont ici, et hop, derrière on va avoir, où on avait plutôt la gare d'Oran Marine. Et alors la gare, c'est quand même pratique, hein. On a quand même la gare des voyageurs, la gare normale d'Oran, hein, qui se trouve au niveau du plateau Saint-Michel. Elle faisait tout un long détour par Gambetta et elle descendait ensuite, c'est à cause des falaises, hein, je pense, hein. Donc il fallait contourner plus ou moins les falaises et ensuite on descend par la route du port, sauf qu'il y a des rails pour eux, et on vient se mettre juste au niveau de la gare Oran Marine. Donc ça, c'est ce qui se passait au niveau du quai du Sénégal, c'est le nom qu'on donne à ce quai là. Et ensuite, il y a le môle, donc Jules Giraud, c'est celui qui vient fermer le bassin au cours à l'est, où va être construite la gare maritime. C'est-à-dire qu'elle ne va plus être au niveau de Oran Marine, on va la déplacer, on va la construire au niveau de ce môle là-bas. Et ça va être quand même achevé assez tard, hein, parce que à ce moment-là, en 1880-90, on va laisser la gare marine en bas, là où elle était, en face du quai Sénégal. Par contre, plus tard, on va la déplacer, on va la mettre sur ce môle à droite, hein, qui est le môle du bassin au cours à droite, hein, le môle Jules Giraud qu'on appelait Sainte-Thérèse avant. Et elle comprend 4 grands bâtiments, et en fait ça va être surtout 3 bâtiments pour les compagnies postales, et un 4e bâtiment pour les services des colis postaux. Donc ça c'est le bassin au cours, et c'est entre 1860 et 1892. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, ça continue, grâce au développement des réseaux routiers et ferrés aboutissant à Oran, le trafic va être multiplié par 15 durant la période 1864-1892. Donc c'est qu'il n'y a pas que le port qui se développe. S'il se développe, c'est parce qu'il y a développement des voies ferrées, des routes et tout ça, et qu'il y a un apport qui est très très fort au niveau du port, si bien qu'ils vont devoir agrandir le port assez vite. À cette date, on a 523 000 tonnes de marchandises. Donc il faut envisager l'extension du port. Extension du port, on va construire le bassin d'à côté qui s'appelle le bassin du Maroc ou qui s'appelle le bassin de Mostaganem actuellement.
Donc on est au début du siècle là. Ici, c'était le Vieux-Port. On a agrandi le Vieux-Port 1848. On a agrandi ça ensuite entre 1860 et 1892, donc à la fin du 19e. Puis début 20e, on va construire cette partie-là pour agrandir encore. Et on va agrandir, élargir le mall qui est ici. On va construire le mall qui est là. Et on va même construire un avant-port. Parce que la jetée, on va la construire en deux temps. Une ici et une autre là, de manière à pouvoir faire un avant-port ici qui permette d'attendre les bateaux qui vont rentrer ici là. Bon, c'est quand même, tout ça m'impressionne énormément. Bassin du Maroc, 1905, c'est le projet 1905. Et ils vont mettre un certain temps avant de, vont mettre un certain temps à le construire. En fait, les travaux vont être achevés en 1915, donc ils mettent 10 ans à le construire. Et ils rajouteront un truc, enfin ils élargiront un petit peu le mall à droite là, qui s'appellera le mall des Hauts-Fonds, et un peu plus tard le mall, je ne sais plus comment, Miran. Mais enfin ils vont mettre 10 ans à faire cet agrandissement, c'est-à-dire ce deuxième bassin, le bassin du Maroc, qu'on appelle le bassin de Mostaganem actuellement. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont prolonger la jetée, la grande jetée là-bas, ils vont la projeter encore, ils vont faire sur 1 km, sur 1 km 2 ils la prolongent. Ils vont construire une traverse. Alors les traverses, c'est les éléments qui sont perpendiculaires au port. C'est-à-dire que ça, par exemple, c'est les traverses. Traverse sud et traverse nord. Traverse nord, traverse sud. Donc ils vont construire des traverses là, ce qui permet quand même de se protéger des vagues et de laisser un petit espace, une passe, pour que les bateaux puissent passer à l'intérieur. Donc ils vont prolonger la jetée et faire des traverses. Ici, construction d'une traverse qui part de la pointe du Ravin Blanc. Et voilà, 400 mètres au sud, 150 mètres au nord. Élargissement du mall de Sainte-Thérèse, qu'on n'appelle plus Sainte-Thérèse parce qu'il va falloir détruire le fort de Sainte-Thérèse pour passer au suivant. Construction d'un quai et d'un mall dit des Hauts-Fonds, donc on attaque le troisième mall. Et bon, je laisse passer la suite. Alors évidemment, là, il va falloir commencer à creuser en plus. C'est-à-dire qu'ils vont draguer tout ça, ils vont creuser au maximum pour augmenter la profondeur. Et ils vont faire du dérochage. Je ne connaissais même pas le terme, mais évidemment, ça veut dire enlever des roches. Hein. Il faut draguer, on enlève toute la base et tout ça, et puis il va falloir enlever des roches, creuser en résumé, pour construire, pour abaisser les fonds entre les deux derniers molles à la côte, moins 8, 40. Bon, on est à moins 8 mètres. Bon, apparemment, ça suffit. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Et c'est fini en 1915 et en 1922, pour satisfaire les besoins sans cesse croissants du commerce, on va élargir le mall des Hauts-Fonds. Donc le mall des Hauts-Fonds, c'est celui qui est là au centre. On va l'élargir à 200 mètres, si je me rappelle bien ce que je viens de lire. On va l'élargir à 200 mètres quand même. 200 mètres, le mall des Hauts-Fonds, et c'est décidé le 11 mai 22, et quand même les travaux vont durer de 1923 à 1931. Donc ce bassin du Maroc, là, je avance un tout petit peu, il est affecté momentanément au charbon de réexportation en attendant que le mall du Ravin Blanc, c'est-à-dire le suivant, soit équipé en mall au charbon. Et c'est pas que le charbon, il va y avoir un truc important quand même, mais un peu plus tard en fait, c'est les céréales. Parce que juste derrière, alors je crois qu'il y a la photo là, et on le voit, juste derrière là, tac tac tac, où est-ce que je l'ai ici, on a ça. On a ça là qui est le silo, le grand silo à grains de céréales. Et ça, c'est un point qui est important, mais il sera construit un petit peu plus tard. Donc le long du quai Beaupuy, c'est le quai qui se trouve là au niveau du bassin du Maroc, peuvent accoster bord à quai deux navires pour le chargement de céréales stockées dans le dock silo, donc ce grand dock silo là qui va prendre tous les grains. 30 000 tonnes construits sur les terre-pleins en arrière de ce quai. Donc c'est énorme quand même, 30 000 tonnes, c'est un truc énorme. Et il va y avoir un équipement énorme et qui tourne vraiment très vite pour ces céréales. Chaque circuit, alors chaque circuit, ça veut dire chaque bateau qui va passer, quoi, en résumé, peut livrer 200 tonnes par heure en vrac, et l'appareil pneumatique peut aspirer 100 tonnes par heure. Les appareils permettent en outre de décharger, donc tout ça c'est mécanique, et ça va aller très vite, décharger les wagons de céréales en vrac et ensiler le grain avec un débit horaire de 4 fois 200 tonnes. 4 fois 200 tonnes en 1 heure. Reprendre le gain au silo, le mettre en sac et le charger sur navire avec un débit horaire de 2 fois 120 tonnes
et sur camion ou wagon lorsque l'enséchage est fait sous la mamelle des cellules. Bon, en résumé, tout ça c'est mécanique, tout se fait de manière très mécanique. Transvaser le grain de cellule à cellule avec un débit horaire de 200 tonnes, nettoyer le grain avant ensilage, le désinfecter, le peser et en mesurer le volume. Il y a une machine qui permet, enfin une machine, hein, il y a tout un système mécanique qui permet de faire tout ça et qui fait que ça va aller très vite. Hein. Toutes les opérations sont commandées par un équipement électromagnétique. Les travaux sont terminés en 1935 pour les silos à grains là. Ce bâtiment, qui comporte les derniers perfectionnements du genre, a coûté plus de 21 millions. Alors 21 millions à l'époque, je ne sais pas trop ce que ça fait, mais enfin bon, je pense que ça coûte cher. Mais l'avantage, c'est qu'il a fait, il a fait son boulot en tout cas. Dernier point, on va construire le bassin qu'on appelle le bassin suivant, le bassin de Poincaré. Alors on est en 1924 cette fois-ci, c'est-à-dire que le nouveau bassin qu'on a fait, il a fait son job pendant 10 ans, 20 ans, enfin il continue après, hein, mais disons qu'au bout de 10 ans plus tard déjà, on est obligé de se dire qu'il va falloir agrandir, on est obligé de prévoir qu'il va falloir agrandir, ça veut dire qu'il y a un développement du commerce qui est absolument énorme à Oran. Donc but du jeu, les travaux vont se faire de 1927 à 1932, mais dès 1924, ils prévoient ce qui va se passer, enfin ce qu'ils veulent faire. Ils veulent d'abord agrandir la jetée du large pour la prolonger encore de 500 mètres, c'est ce qui va se passer ici. Là, on va prolonger cette jetée-là pour construire ce morceau-là de 500 mètres, parce que le but du jeu, c'est d'aménager ça, mais il y a déjà la jetée de l'avant-port qui est là, donc on va aménager ça et on va rajouter ça pour pouvoir construire un nouvel avant-port ici. Et ici, là, on est au niveau de la Cueva del Agua. Pour ceux qui connaissent, en bas des falaises de Gambetta, on est au niveau de la Cueva del Agua et on construit une traverse sud très longue et une petite traverse nord pour que les bateaux puissent rentrer dans l'avant-port. Et ensuite, on passera dans ce nouveau bassin là qui s'appelle le bassin Poincaré. Bassin Poincaré. Deuxième phase, les travaux devaient comprendre la construction de la traverse nord, c'est ce que j'ai dit, l'exécution d'un quai accolé en face de la traverse, tac, tac, tac. Bon, tout ça je l'ai dit. Et ils vont modifier certaines choses et ils vont décider même de construire ce qu'on appelle un môle oblique, enfin ce qu'ils appellent eux un môle oblique. C'est-à-dire ce petit truc-là, il n'était pas prévu au début, il n'y avait que ça qui était prévu. Et ils vont décider de faire le môle oblique ici pour agrandir encore la surface des quais pour que les bateaux puissent accoster et décharger. 300 mètres de longueur, bon les travaux se poursuivent de 1927 à 1932, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de tout ça parce que c'est complexe. En 1937 furent terminés la construction du prolongement de la jetée du large et de la traverse est de 519 mètres. Donc en 1937 on peut considérer qu'on a la fin de ça. On a la fin de la construction de ce port là. Et il faut savoir quand même qu'à la fin des années 50, quelque chose comme ça, ils avaient déjà le projet de l'agrandir, parce que ça suffisait pas encore. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de choses enfin, le commerce continuait à se développer énormément et qu'ils avaient comme projet, c'était dans la tête de certaines personnes en tout cas, de construire un bassin ici, là, parce que ça c'est juste l'avant-port, donc de construire un môle là, et de faire un avant-port ici, plus haut là. Et alors ils avaient comme autre projet aussi de couper ici, de faire une entrée au niveau de la pointe Lamoun là, notamment pour les bateaux qui arrivaient de Merzel-Kébir là. Parce que les bateaux qui arrivent de Merzel-Kébir, ils sont obligés de faire tout ça pour pouvoir rentrer dans le port là. Et alors si on commençait à agrandir le port, on oblige tous les bateaux à faire tout le tour du port pour pouvoir revenir ici. Donc ils avaient prévu de faire une petite entrée au niveau de Port Lamoun. Bon, mais tout ça, ça s'est pas fait bien évidemment. Mais en tout cas, c'est pour dire que ça tournait à fond quand même dans les années 50 et qu'ils avaient encore en prévision de quoi mettre bien plus que ça. Donc, bassin Poincaré. Alors bassin Poincaré, je vais juste dire 2-3 bricoles. C'est au niveau du bassin Poincaré qu'il y a les hydrocarbures, c'est-à-dire tous les pétroliers et tout ça, c'est à ce niveau-là qu'ils vont se mettre. Et aussi bon, au niveau du quai de Brest, des marchandises diverses. Mais bon, disons que c'est au niveau de ce dernier bassin-là qu'on va avoir tous les hydrocarbures et qu'on construit par la même occasion tous les réservoirs de pétrole et ainsi de suite qui se trouvent derrière et qu'on voit évidemment très bien qu'on voit très bien quand on va au Oran et qu'on est du front de mer. Ce qu'on regarde, c'est le bassin Poincaré avec tous les réservoirs d'hydrocarbures qui sont là. Alors j'avais plein de choses à dire, mais je vois qu'il se fait tard, donc je
Je vais raccourcir tout ça. Donc ça, c'était voilà l'évolution du port d'Oran. Et en fait, je me suis rendu compte que le commerce marchait tellement fort que vraiment, mais c'était quasiment tous les 10 ans, tous les 20 ans qu'ils étaient obligés d'agrandir ce port. Et moi qui le regardais comme ça de loin, sans arriver à comprendre, je me suis rendu compte qu'en fait on voyait très bien les étapes du développement du port d'Oran. Si on se penche un peu, on voit vraiment très bien dans la jetée, cette jetée qui est un peu tordue, on voit très très bien les différentes étapes du développement. Alors dernier point, j'avais plein de trucs à dire avant, mais bon, je ne peux pas les dire, c'est pas possible, sinon je vais faire 3 heures. C'est le port d'Oran actuel. Le port d'Oran actuel, alors là, le titre me questionne, hein, parce que, mais comme je ne suis pas un spécialiste, mais 12 000 tonnes de marchandises, c'est rien du tout, 12 000 tonnes. Hein. Heureusement qu'à l'intérieur, quand même, j'ai vu ça, je ne sais plus dans quel article, celui-là ou un autre, que on était avec 3 millions actuellement, 3 millions et quelques de tonnes de marchandises qui transitent par le port d'Oran. Alors je pense que le port d'Oran, il en a quand même pris un coup, après 62. Et je pense qu'il a vraiment eu une activité qui a beaucoup baissé entre 62 et je ne sais pas trop quand à vrai dire, mais quand ma mère y passe en 82, et elle y passe avec un groupe, hein, elle y passe avec un groupe et tout le groupe s'arrête devant le port et est stupéfait parce que le port est à l'arrêt, quoi. Il ne se passe rien, il n'y a aucune activité, rien du tout, on est en 82. Alors, je pense que pendant pas mal d'années, ce port-là, il a chuté au niveau de l'activité et que ces dernières années, alors je ne saurais pas donner des dates précises, mais qu'il est remonté et qu'il a retrouvé une activité qui est digne de sa taille. Hein. Et donc, ce que je voulais dire là, c'est qu'il y avait une porte, hein, une journée porte ouverte. Alors je ne fais pas exprès, moi. Hein, moi j'ai un sujet tac qui surgit comme ça et je me dis, je vais prendre le port d'Orange, je connais pas, je vais voir un peu ce que ça donne. Et en fait, je tombe sur un jour, tac tac, ces journées portes ouvertes qui seront clôturées jeudi. Malheureusement pour nous, jeudi c'est aujourd'hui. Donc il y a des journées portes ouvertes qui sont clôturées là, aujourd'hui, constitue une occasion pour les visiteurs de prendre connaissance des activités du secteur des douanes et pour les opérateurs économiques au sujet des nouvelles mesures adoptées dans le cadre du plan stratégique 2016-2019. Je ne sais pas trop ce que c'est, dont la nouvelle tarification douanière, le système de l'opérateur économique agréé ou pas, et les facilités d'accompagnement des voyageurs dans le couloir vert. Alors tout ça, je ne sais pas très bien ce que c'est. La valeur de ces marchandises est estimée à plus de 969 millions de dinars algériens. Michel me dit, j'ai des souvenirs de la capitainerie du port, à l'extrémité du mall du centre où mon père travaillait. Ouais, d'accord. Bah, il devait travailler au niveau de... apparemment, à cet endroit-là, au niveau du mall du centre, il y avait des déchargements de tonneaux. C'est les camions arrivaient avec des tonneaux et ils chargeaient ça au niveau des bateaux. Évidemment, dans le sens inverse, hein, il y avait des tonneaux. Des tonneaux de quoi après? Il y avait des tonneaux de vin forcément, et je pense qu'il y avait des tonneaux de plein de choses. Là, donc, il y a la capitainerie du port qui se trouve à l'extrémité là. Ouais, ce que je voulais dire quand même, c'est que la grande horloge, là, je pense que vous vous rappelez, il y a la nouvelle gare maritime qui se trouve au niveau du mall, tac, que je me rappelle, du mall Sainte-Thérèse qui s'appelle du mall Girouf, qui est ici, là, et c'est là qu'il y a la grande horloge que tout le monde connaît, je pense, et le mall du centre dont parle Michel Brault, là, c'est ce mall là, qui est en fait au niveau du vieux port. C'est tout les vieux qui se trouvent là, le vieux port qui est là, au niveau du mall du centre. Ces marchandises qui représentent 757 conteneurs exportés vers d'autres pays du monde concernent l'huile de table, oui, les pâtes alimentaires, le poisson congelé, les plaques de gypse, le cuir et le plastique, selon la même source. Bon, voilà, je voulais pas rentrer plus loin là-dedans parce que j'ai déjà fait énormément de temps et en fait j'avais prévu plein d'autres choses. Je pensais pas du tout que je mettrais autant de temps, mais c'est vrai que c'est long à expliquer toute cette évolution du port d'Oran. Et je trouve qu'elle est passionnante, même si après c'est peut-être moins drôle que les aventures humaines, mais je trouve que c'est quand même impressionnant de regarder comment est-ce que ça évolue tout ça. Voilà, écoutez, j'ai fait 3 quarts d'heure comme d'habitude, j'essaie de pas me limiter à plus de 3 quarts d'heure sinon je m'en sors pas. Donc je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé comme d'habitude, notamment sur le premier témoignage, je sens qu'il a tilté sur certaines personnes, mais c'est normal, hein, c'est parce qu'il parle de ce qui se passe à l'intérieur entre les pieds noirs et les enfants de pieds noirs, et c'est quelque chose qui n'est jamais évoqué, et c'est pas près d'arriver en plus je pense, mais je pense que c'est important d'en parler, donc j'ai profité pour mettre ce petit commentaire là. Voilà, on se retrouve
Lundi, je ferai du classique, Hammam Ouadjar. Alors, je me suis pas encore penché sur Hammam Ouadjar, mais j'ai de la doc, hein, donc ça sera pas trop compliqué. On sera pas loin de Rio Salado, donc on aura déjà vu à quoi ça ressemblera. On aura les petites îlets. Et donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Michel, mon père pilotait les deux vedettes pour faire la tournée du capitaine du port. Si tu as des photos, Michel, ou des petites choses comme ça, je suis preneur. Peut-être que tu as ça dans le coin. Je serais curieux de voir. Alors j'en ai vu hein, quand même, il y en a pas mal des photos, mais mine de rien, il n'y en a pas tant que ça, des photos du port à l'époque, et des photos qui sont prises depuis le port, et qui montrent le port. Il y a des photos de plein de trucs à Oran, mais du port, bon, il y en a, mais pas tant que ça, pas tant que ce que j'aurais aimé non plus. Donc si tu as quelques petites photos de ton père, par exemple, au niveau du port, bah, je suis preneur. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve lundi soir, 19h pour Hammam Bouadjar. Ciao.